Le titre intrigue, presque comme une scène suspendue. Nicolas Sirkis, figure centrale d'Indochine, homme de scène discret mais rarement neutre lorsqu'il parle de culture, de musique ou de société. Aurait-il enfin décidé de s'exprimer sur Laetitia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, femme longtemps placée au cœur d'un récit national mêlant deuil, héritage, mémoire et pouvoir médiatique? À première vue, tout semble opposer ces deux noms. D'un côté, Nicolas Sirkis, l'esthétique New Wave, la distance avec le star system traditionnel, une parole souvent politique, parfois tranchante, construite loin des grands codes de la variété patrimoniale. De l'autre, Laetitia Hallyday, l'image publique d'une veuve, d'une gardienne de mémoire, mais aussi d'une personnalité devenue malgré elle l'un des visages les plus commentés de l'après-Johnny. Pourtant, leur rencontre symbolique existe. Elle ne se joue pas forcément dans une déclaration spectaculaire, ni dans une confrontation directe. Elle se situe dans un espace plus subtil, celui de la mémoire du rock français, de la fabrication des idoles, de la place des veuves dans la gestion d'un héritage artistique et du regard que des artistes comme Sirkis peuvent porter sur le système Hallyday. Il faut préciser un point essentiel. À ce jour, les sources publiques fiables ne permettent pas d'affirmer que Nicolas Sirkis aurait récemment livré une grande déclaration directe consacrée à Laetitia Hallyday. Ce texte traite donc le titre comme un angle journalistique narratif, non pas une invention de propos, mais une enquête d'interprétation sur ce que le silence de Sirkis, ses prises de position passées sur Johnny et le parcours médiatique de Laetitia révélait du paysage culturel français. Le Monde rappelait dès 2009 que Nicolas Sirkis avait critiqué certaines campagnes de l'industrie musicale en citant notamment Johnny Hallyday comme exemple de millionnaire du disque, mobilisé contre le téléchargement illégal. Nicolas Sirkis n'est pas un chanteur ordinaire dans l'histoire musicale française. Depuis les années 1980, il incarne une forme de continuité rare, celle d'un artiste capable de traverser plusieurs générations sans se dissoudre dans la nostalgie. Avec Indochine, il a connu l'ascension, le rejet, la survie, puis une renaissance spectaculaire. Le groupe, fondé en 1981 autour de Nicolas Sirkis et Dominique Nicolas, est devenu l'un des noms majeurs de la scène francophone, avec une longévité que peu de formations françaises peuvent revendiquer. Un portrait publié par The Times rappelait que Indochine avait vendu plus de 13 millions d'albums et qu'il fut le premier groupe français à remplir le Stade de France en 2014. Ce succès n'a pas transformé Nicolas Sirkis en porte-parole docile de l'industrie musicale. Au contraire, son image publique s'est souvent construite sur une forme de méfiance. Méfiance envers les modes, envers les circuits de dominants, envers les discours trop propres sur la célébrité. Là où Johnny Hallyday représentait le mythe populaire total, la scène gigantesque, l'identification nationale, la voix de plusieurs générations, Sirkis a longtemps incarné une autre idée du rock. Moins consensuelle, plus adolescente dans son énergie, plus sombre dans son esthétique mais aussi plus critique envers la mécanique des grandes icônes. Cette différence est importante pour comprendre le silence supposé de Nicolas Sirkis sur Laetitia Hallyday. Il ne s'agit pas seulement d'un silence personnel. Il s'agit d'une posture. Sirkis n'a jamais eu besoin de commenter chaque épisode du feuilleton médiatique français. Son territoire n'est pas celui du commentaire permanent. Lorsqu'il parle, c'est souvent pour aborder la musique, la jeunesse, la société, la politique, la liberté artistique ou la manière dont l'industrie transforme les artistes en produits. Son rapport à Johnny Hallyday s'inscrit dans cette logique. Il ne s'est pas positionné comme un héritier de Johnny, ni comme son opposant frontal. Il a plutôt représenté une autre branche de l'arbre musical français. Johnny était l'idole nationale, celle des grandes messes populaires. Indochine, de son côté, a construit une communauté moins verticale, plus générationnelle, avec des fans souvent attachés à l'idée d'un refuge, d'une identité alternative, d'une fidélité presque intime. La différence se voit aussi dans la manière de gérer l'image. Johnny Hallyday acceptait le spectacle permanent de sa propre légende. Son existence publique mêlait musique, famille, amour, exil, fiscaux, retour, drame de santé, confidence et mise en scène. Laetitia Hallyday, après sa mort, a hérité non seulement d'une mémoire mais d'un système entier. Archives, images privées, conflits familiaux, attentes des fans, droits artistiques, patrimoine affectif. Nicolas Sirkis, lui, a souvent donné l'impression de vouloir garder la main sur ce qu'il montre et ce qu'il tait. Même lorsqu'il aborde des événements douloureux, la mort de son frère Stéphane, la traversée des années difficiles, la violence du regard médiatique, il le fait avec un mélange de pudeur et de lucidité. The Times rappelait notamment que la disparition de Stéphane Sirkis en 1999 avait marqué un tournant profond dans l'histoire d'Indochine. Au moment où le groupe était déjà fragilisé par les années 1990, c'est ici que le parallèle avec Laetitia devient intéressant. Elle aussi a dû affronter une question impossible. Que faire d'un mort célèbre? Comment continuer à parler de lui
sans être accusé de l'utiliser? Comment protéger une mémoire quand cette mémoire appartient aussi au public? Comment distinguer la veuve, la mère, l'ayant droit, la femme médiatique et le personnage médiatique? Dans cette perspective, le silence de Nicolas Sirkis peut être lu comme une forme de refus de participer au tribunal permanent. Il n'a pas besoin d'ajouter sa voix au bruit collectif. Son parcours suggère plutôt une interrogation plus large. Jusqu'où peut-on transformer un artiste disparu en patrimoine exploitable? À partir de quel moment l'hommage devient-il gestion? À partir de quand la mémoire bascule-t-elle dans le commerce? Le cas Laetitia Hallyday concentre précisément ces tensions. Elle est à la fois celle qui a accompagné Johnny dans ses dernières années, celle qui a annoncé sa mort, celle qui a porté l'image de la famille avec Jade et Joy, mais aussi celle qui a été violemment contestée lors de la bataille successorale. Cette position, objectivement, est presque intenable. Elle place une personne privée dans un espace public saturé d'attentes contradictoires. Nicolas Sirkis connaît lui aussi le poids d'une communauté de fans. Mais la communauté Indochine fonctionne différemment. Elle est construite autour d'un groupe vivant, d'une scène actuelle, d'une fidélité renouvelée. La communauté Hallyday, après 2017, s'est retrouvée face à l'absence. Et lorsqu'une idole disparaît, ceux qui restent deviennent les gardiens contestés d'un temple que chacun croit posséder. Dans le fond, si Nicolas Sirkis brise le silence, ce n'est peut-être pas par une phrase spectaculaire sur Laetitia. C'est par son propre parcours qu'il le fait, en montrant qu'il existe une autre manière d'habiter la célébrité. Moins dynastique, moins familiale, moins dépendante du récit patrimonial. Là où Johnny a laissé derrière lui une légende disputée, Sirkis continue de construire une œuvre en mouvement. Pour comprendre pourquoi le nom de Laetitia Hallyday continue de provoquer autant de réactions, il faut revenir à la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. Ce décès n'a pas seulement marqué la disparition d'un chanteur, il a ouvert une séquence nationale. Johnny, c'était plus qu'un artiste. C'était une mémoire collective, un symbole populaire, un visage de la France spectaculaire, parfois contradictoire, mais profondément enraciné dans l'imaginaire public. Vogue, dans son hommage publié après sa mort, rappelait l'ampleur du phénomène Hallyday, souvent comparé à un Elvis français, avec une carrière vendue à des dizaines de millions d'albums et une place centrale dans la culture populaire. Laetitia Hallyday s'est retrouvée au centre de ce choc. Elle n'était plus seulement l'épouse du chanteur. Elle devenait celle qui devait parler, organiser, représenter, protéger, expliquer. Mais dans le cas d'un mythe comme Johnny, toute parole devient suspecte. Trop de silence, on l'accuse de cacher. Trop de présence, on l'accuse d'occuper. Trop d'émotion, on parle de stratégie. Trop de retenue, on parle de froideur. Cette mécanique médiatique explique en partie pourquoi son image s'est fracturée. Pendant les années de vie commune, Laetitia apparaissait souvent comme la compagne protectrice, la femme qui avait accompagné Johnny dans une période plus familiale, plus apaisée en apparence. Après la mort du chanteur, le récit a changé. La bataille autour du testament a déplacé le regard du public. La veuve endeuillée est devenue, pour une partie de l'opinion, la gestionnaire d'un héritage contesté. Le conflit successoral avec Laura Smet et David Hallyday a profondément marqué l'après Johnny. Le Monde a rapporté qu'un accord définitif avait été annoncé en juillet 2020 entre Laetitia Hallyday et Laura Smet, tandis que David Hallyday avait indiqué se désister de toute action judiciaire. Cette issue judiciaire n'a toutefois pas effacé immédiatement les traces symboliques du conflit. Dans l'opinion, une succession médiatisée laisse souvent plus de souvenirs que sa résolution juridique. Ce qui frappe dans l'affaire Hallyday, c'est la confusion entre plusieurs niveaux de vérité. Il y a la vérité juridique. Contrat, testament, accord, droit, bien, dette, fiscalité. Il y a la vérité familiale, blessure, filiation, sentiment d'exclusion, mémoire intime. Il y a la vérité médiatique, image, récit, une de magazine, débats télévisés. Enfin, il y a la vérité populaire, ce que les fans croient, ressentent, projettent. Laetitia Hallyday s'est retrouvée prise dans ces 4 dimensions à la fois. C'est ce qui rend son cas culturellement intéressant au-delà des jugements personnels. Elle est devenue un personnage public non seulement parce qu'elle avait épousé Johnny, mais parce qu'elle est apparue comme l'interface entre le disparu et le monde extérieur. Dans ce contexte, la série documentaire Johnny par Laetitia, diffusée sur M6, a constitué un moment révélateur. Le Monde l'a décrite comme un portrait intime du chanteur à travers le regard de sa veuve, centré sur les années familiales et moins sur les polémiques. Ce choix éditorial est important. Laetitia ne cherchait pas seulement à défendre une version juridique ou médiatique. Elle proposait une mémoire domestique. Johnny père, Johnny malade, Johnny filmé dans l'intimité, Johnny vieillissant, Johnny hors scène. Mais cette mémoire domestique a elle aussi été discutée. Car montrer l'intime d'un mort célèbre, même avec amour, pose toujours une question éthique. Qui a le droit de raconter? La veuve? Les enfants? Les fans? Les journalistes? Les archives? L'œuvre elle-même? C'est ici que la figure de Nicolas Sirkis permet un contrepoint.
Sirkis appartient à une culture musicale où l'intime existe, mais il est souvent transformé en chanson, en esthétique, en émotion collective. Chez Johnny, l'intime est devenu matière documentaire, objet de débat national, élément d'une guerre de mémoire. Chez Indochine, les blessures personnelles sont intégrées à une mythologie de groupe, mais rarement livrées sous forme de feuilleton familial. Laetitia Hallyday, elle, n'a pas eu ce luxe. Sa vie privée était déjà publique avant la disparition de Johnny. Après 2017, elle est devenue presque entièrement interprétée à travers lui. Chaque prise de parole semblait répondre à une question implicite. Est-elle fidèle à Johnny ? Protège-t-elle ses filles ? Respecte-t-elle Laura et David ? Gère-t-elle la mémoire ou la possède-t-elle ? Dans une lecture neutre, il faut éviter deux simplifications. La première consisterait à faire de Laetitia une victime absolue de la presse et de la famille. La seconde consisterait à la réduire à une calculatrice froide. Aucune de ces caricatures ne suffit. Elle a été une actrice de la mémoire Hallyday, avec des choix, des stratégies, des maladresses possibles, mais aussi avec une charge émotionnelle et familiale réelle. C'est précisément ce type de complexité que Nicolas Sirkis, par sa trajectoire, semble toujours avoir voulu préserver pour lui-même, ne pas se laisser enfermer dans un rôle unique. Il a été idole adolescente, survivant des années difficiles, chef de groupe, frère endeuillé, artiste engagé, patron d'une machine scénique imposante. Mais il a souvent refusé que le commentaire médiatique résume son parcours à une seule étiquette. Laetitia, elle, a été enfermée dans une étiquette beaucoup plus étroite, la veuve de Johnny. Or cette formule, apparemment simple, contient une violence symbolique. Elle dit à la fois la légitimité et la dépendance. Elle donne une place, mais elle retire une identité propre. Elle autorise la parole, mais seulement dans le cadre du disparu. Si Nicolas Sirkis devait vraiment parler de Laetitia Hallyday, le point le plus intéressant ne serait donc pas une opinion personnelle sur elle. Ce serait probablement une réflexion sur la façon dont la France traite ses mythes culturels et ceux qui leur survivent. Car derrière Laetitia, c'est une question plus vaste qui apparaît. Une fois l'idole morte, qui possède son récit ? Dans la culture médiatique actuelle, le silence est souvent interprété comme une anomalie. Ne pas parler devient suspect. Ne pas commenter devient presque une prise de position. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de figures aussi chargées que Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday ou Nicolas Sirkis. Le titre « Nicolas Sirkis brise enfin le silence sur Laetitia Hallyday » fonctionne parce qu'il promet une révélation. Mais l'enquête conduit à un résultat plus nuancé. Ce qui compte n'est pas forcément une phrase inédite, mais le contraste entre deux conceptions de la célébrité. Johnny Hallyday a construit sa légende dans l'excès visible. Concerts monumentaux, vie sentimentale commentée, amitié politique, blessures physiques, retours spectaculaires. Laetitia Hallyday a hérité de cette visibilité. Même lorsqu'elle tente de parler d'amour, de famille ou de deuil, elle le fait dans un espace déjà saturé de regards. Nicolas Sirkis, lui, a construit sa longévité sur une autre dynamique. Il a su préserver une forme de distance tout en restant proche de son public. Il ne s'est pas retiré du monde, mais il a évité de transformer chaque épisode personnel en événement médiatique. Cette réserve est peut-être l'une des clés de sa durée. La comparaison entre Sirkis et le monde Hallyday révèle aussi deux modèles de transmission. Le modèle Hallyday repose sur l'héritage. Que reste-t-il d'une star après sa disparition ? Qui organise les hommages ? Qui contrôle les images ? Qui décide de la version officielle ? Le modèle Indochine repose davantage sur la continuité. Comment rester vivant artistiquement ? Comment parler à de nouveaux publics ? Comment faire évoluer une œuvre sans trahir son origine ? Ce n'est pas un jugement de valeur. Les deux modèles répondent à des histoires différentes. Johnny Hallyday était un artiste solo devenu monument national. Indochine est un groupe devenu institution générationnelle. Dans le premier cas, la mort crée une rupture brutale. Dans le second, la survie du projet permet une transformation progressive. Laetitia Hallyday se trouve donc dans une situation que Nicolas Sirkis n'a pas connue de la même façon. Elle doit gérer l'après d'un homme qui ne peut plus se défendre, plus précisé, plus corrigé, plus nuancé. Chaque archive devient une preuve, chaque souvenir devient un enjeu, chaque hommage devient un terrain d'interprétation. Ce phénomène dépasse largement le cas Hallyday. On l'a vu avec d'autres grandes figures populaires. Lorsqu'un artiste devient patrimoine, sa famille entre dans une zone de tension. Elle possède parfois les droits, mais pas l'amour du public. Elle détient des documents, mais pas toujours la confiance des fans. Elle peut organiser des hommages, mais elle ne contrôle pas la mémoire collective. C'est dans cet espace que la parole d'un artiste comme Nicolas Sirkis aurait du poids. Non parce qu'il connaîtrait forcément Laetitia mieux que d'autres, mais parce qu'il représente une légitimité musicale extérieure au clan Hallyday. Son regard serait celui d'un survivant du rock français, d'un homme qui a vu l'industrie changer, qui a traversé la célébrité sans se fondre entièrement dans le système.
Mais son silence a aussi une valeur. Il évite de nourrir une personnalisation excessive. Il rappelle qu'on peut réfléchir à Laetitia Hallyday sans l'accuser ni la sanctifier. On peut l'observer comme une figure culturelle produite par une époque, celle où les familles de stars deviennent elles-mêmes des récits médiatiques, où le deuil est filmé, où l'héritage devient feuilleton, où l'intime se transforme en archive. La question centrale n'est donc pas « Nicolas Sirkis est-il pour ou contre Laetitia Hallyday ?» Cette question serait trop pauvre. La vraie question est « Que nous dit le cas Laetitia Hallyday sur notre besoin de posséder les idoles même après leur mort ?» Le public français a aimé Johnny comme on aime une présence familière. Beaucoup ne l'ont jamais rencontré, mais ils avaient l'impression qu'il appartenait à leur propre histoire. Lorsqu'il est mort, certains fans ont vécu l'événement comme une perte personnelle. Dans ce contexte, Laetitia a été perçue non seulement comme une veuve, mais comme celle qui détenait les clés d'une maison symbolique que des millions de gens croyaient connaître. Cette situation explique la violence de certaines réactions. Elle n'excuse pas les excès, mais elle les éclaire. Lorsque le public s'attache à une idole, il développe parfois une illusion de proximité. Et lorsque la famille réelle de l'idole prend des décisions, cette illusion se brise. Les fans découvrent alors qu'ils n'étaient pas propriétaires du récit. Ils n'étaient que témoins, parfois passionnés, parfois fidèles, mais extérieurs. Nicolas Sirkis, avec Indochine, a lui aussi construit une relation très forte avec son public. Mais cette relation semble moins fondée sur la possession d'une vie privée que sur une expérience partagée. Les concerts, les chansons, les générations qui se croisent. C'est peut-être là que se trouve la leçon implicite. Une œuvre peut appartenir au public sans que la vie intime de l'artiste lui appartienne entièrement. Laetitia Hallyday, en revanche, a été prise dans la confusion entre œuvre et vie. Johnny avait tellement incorporé sa vie à sa légende que son entourage est devenu une partie du spectacle. Après sa disparition, ce spectacle a continué mais sans son acteur principal. Et dans ce vide, chacun a tenté d'imposer son interprétation. C'est pourquoi le silence de Nicolas Sirkis peut être compris comme une forme de prudence journalistiquement intéressante. Dans une époque où l'on demande à chacun de commenter tout, le refus de participer au bruit peut devenir une parole indirecte. Il rappelle qu'une figure publique n'est pas obligée d'ajouter une opinion à une polémique déjà saturée. Le vrai brisement du silence, dans ce dossier, n'est peut-être pas une phrase choc. C'est la possibilité de déplacer le regard. Au lieu de chercher une attaque, une révélation ou un règlement de compte, on peut examiner la structure du récit. Un chanteur disparu, une veuve contestée, des enfants blessés, des fans divisés, des médias avides, une industrie culturelle attentive aux archives et d'autres artistes qui observent à distance. Dans ce tableau, Nicolas Sirkis n'est pas un juge. Il est un miroir. Son parcours permet de voir autrement le cas Laetitia, non comme une simple affaire de famille célèbre, mais comme un symptôme de la manière dont la France transforme ses artistes en monuments, puis transforme leurs proches en gardiens contestés. À 67 ans, Nicolas Sirkis n'a pas besoin d'un coup d'éclat pour exister dans le paysage culturel français. Son œuvre parle déjà. Son silence, lorsqu'il s'agit de Laetitia Hallyday, peut être interprété non comme une absence mais comme une retenue. Celle d'un artiste qui sait que certains sujets sont moins faits pour les phrases définitives que pour l'analyse patiente. Laetitia Hallyday, de son côté, demeure une figure ambivalente. Veuve, mère, gardienne d'archives, personnage médiatique, cible de critiques, mais aussi témoin privilégié des dernières années de Johnny. La réduire à une seule image serait injuste. La défendre sans nuance le serait aussi. Son histoire publique oblige à poser une question plus large. Comment une société traite-t-elle ceux qui survivent à ses idoles ? Alors, selon vous, Nicolas Sirkis devrait-il, un jour, s'exprimer clairement sur Laetitia Hallyday et l'héritage de Johnny ? Ou son silence est-il justement la position la plus élégante dans une affaire où trop de voix ont déjà parlé ?